après-midi de poursuivre avec une conférence, une intervention qui sera assez courte, mais il y aura, ce qu'on voulait, c'était réserver un temps d'échange. Donc il y aura à peu près 30 minutes d'intervention par Pierre Le Bailly, et ensuite on aura un temps d'échange, vous pourrez poser vos questions. Et donc Pierre, on lui a demandé d'intervenir parce que dans le cadre de ses recherches, donc, tu travailles pour l'INSERM, donc dans une unité de recherche qui s'appelle Anticipe. Pierre travaille notamment sur les maladies professionnelles liées à l'exposition aux substances chimiques et notamment aux pesticides. Donc, tu as travaillé sur l'exposition des agriculteurs aux pesticides qu'ils utilisent dans le cadre professionnel. Et donc on avait proposé à Pierre d'élargir aussi un petit peu le spectre de cette intervention sur les liens entre alimentation et santé via cette problématique des résidus de pesticides qu'on retrouve notamment en agriculture conventionnelle, que ce soit sur les fruits, les légumes, les céréales. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez suffisamment? Oui. Est-ce que j'ai besoin d'un micro? Non. Ok, donc effectivement, je suis dans une unité INSERM qui est localisée dans des locaux de Baclès et du CHU de Caen. Effectivement, c'est une unité pluridisciplinaire. On est 130 dans l'unité et il y a 4 thèmes et je coordonne un des 4 thèmes. On est entre 25 et 30 suivant le moment de l'année. Donc le petit plan. Alors les diapos, vous les aurez. Il n'y a rien de secret. Donc vous vous acharnez pas à prendre des notes. Vous aurez les diapos, mais en tout cas, moi, je les laisserai. Donc après, c'est aux organisateurs. Si vous ne les avez pas, râlez sur eux, pas sur moi. Moi, je leur ai transmis. Ils ne l'ont pas encore, hein, mais ils vont l'avoir s'ils ont une clé, ou sinon je leur donne une clé. Je vais donner quelques éléments de contexte général, sinon on ne comprend pas tout. Pourquoi on l'a fait sur certains départements, notre étude et pas d'autres, etc. Battre en brèche quelques idées reçues qui fait que la France est mauvais élève en termes de santé publique et mauvais élève en termes de prévention et d'épidémiologie globalement. Redéfinir un peu ce que sont les pesticides, parce que tout le monde voit les pesticides dans les champs, mais voit que les pesticides, ce n'est pas que dans les champs. Donc, revenir là-dessus. Risque pour les professionnels, donc c'est effectivement mon sujet de recherche, mais je vais élargir un peu au-delà de ce qu'on fait nous. Ce qu'on fait nous, ça va être assez rapide. Les risques paraprofessionnels, notamment par la contamination d'enfants de professionnels. Les limites de l'homologation, ce qui explique sans doute en partie pourquoi on a des risques professionnels alors que les produits sont homologués. D'accord? Et les risques pour les consommateurs, ce qu'on le disait. Ce n'est pas proportionnel le temps entre les différentes parties. Donc 1 heure pour chaque, donc ça va. Alors, j'aime bien dire que je suis un pessimiste, c'est-à-dire tout le monde connaît cette métaphore du moitié plein, moitié vide. Moi, quand je vois un verre à moitié vide, je vois comment on peut le remplir. D'accord? Mais vous allez voir à la fin que là, je suis un peu pessimiste, notamment pour l'orientation internationale de la recherche. Et en France aussi. Là, il y a des gros soucis à se faire. Et pas qu'aux États-Unis, en France aussi. Les surveillances de l'état de santé, c'est récent parce que l'Institut de veille sanitaire qui s'appelle Santé publique France, ça date que de 1998. Donc la veille sanitaire, ce n'est pas une priorité. Et ça commence au siècle dernier, certes, mais à la fin du siècle dernier. Les lois de santé publique ont été précurseurs pour la première en 1902 et la deuxième, c'était en 2004. Et elle devait être réactivée tous les 5 ans. On est toujours à la deuxième. Les registres de morbidité, là, vous avez la carte d'Europe de la couverture pour l'incidence des cancers. La France, c'est un des rares pays européens à ne pas avoir une couverture nationale. Et ça, c'est un problème pour faire de la surveillance, pour pouvoir répondre à des questions sociétales et autres. Et là, il y a une loi qui est passée il y a 2 ans au Sénat. Elle n'est toujours pas à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, alors qu'elle est passée à l'unanimité au Sénat pour faire un registre national. Et puis, les idées, on n'a jamais été leader d'espérance de vie dans le monde. Jamais. On a été mieux placé qu'on ne l'est. Pas parce qu'on baisse, mais parce que des pays passent devant. Alors, les États-Unis ont toujours été pires que nous. Mais vous voyez la mortalité infantile? 34e, c'est la mortalité dans la première année de vie. Et on est le seul pays d'Europe de l'Ouest où la mortalité infantile augmente. Et pour des raisons diverses et variées. Et puis notre région, on est dans la région des moins bien placés en France. Donc vous voyez, la mortalité prématurée par cancer, on est 2e sur 13, dans le mauvais sens. D'accord? Après les Hauts-de-France.
Sur la mortalité prématurée évitable, notamment par cancer, ben on est 3e sur 13, dans le mauvais sens. Alors on nous parle beaucoup de facteurs de risque, 41% serait évitable. Et puis vous voyez qu'il y a pas mal de choses, l'alimentation, l'obésité, le surpoids, les maladies professionnelles, tout ça, ça fait. Mais on s'est limité aux cancérigènes avérés ou probables d'après l'OMS. Okay, mais en fait, c'est 90 à 95% des cancers qui sont évitables. Et quand on regarde par exemple les estimations internationales, les cancers professionnels, c'est plus de 40 000 cas en France. Là, on s'est limité à 10 000 parce qu'on a été très restrictif. C'est 40 000 cas. Ce n'est pas très loin du tabagisme, où on nous parle constamment du tabagisme, et évidemment, c'est un facteur de risque. Mais il n'y a pas que lui. Et c'est bien de regarder un peu plus. Alors, pourquoi aussi c'est intéressant, pour ça je dis quelle opportunité, c'est-à-dire si on fait une agriculture moins dépendante des pesticides, ça aura aussi cet intérêt-là. Au niveau mondial, c'est 30%, vous connaissez, je pense tous, le Shift Project, etc., et Carbone 4, c'est 30% pour l'agriculture, en fait, des dépenses d'énergie. Alors, dans notre pays, c'est là, ce type d'agriculture, c'est 20% des dépenses énergétiques, parce qu'elle est intensive, dépendante des intrants chimiques. Si on change ça, on change l'alimentation et on change de façon importante nos consommations énergétiques. Et ça, on a le choix. Puis après, c'est 60% de l'usage de l'eau en France, l'agriculture, intensive. Et si on parle de pesticides, maintenant ça c'était le contexte. Donc vous voyez, normalement c'est assez rapide. Les pesticides, c'est les produits. Alors ça, c'est la réglementation européenne. Produits phytopharmaceutiques. Ça a failli s'appeler produits formellement de santé des plantes. On m'expliquera comment un herbicide, on peut appeler ça un produit de santé des plantes. D'accord? Donc c'est bien, les mots ont un sens. Et pourquoi on a appelé ça comme ça? Parce que c'est pour dénier la réalité de ce que ce sont ces produits-là. Et je ne suis pas à dire qu'il ne faut plus de pesticides du tout. Ça serait utopique de se dire ça en termes d'agriculture et en termes d'élevage, etc. Par contre, on est beaucoup, beaucoup trop dépendant de ces produits-là qui sont conçus pour tuer du vivant ou au minimum le perturber. Donc comment on peut s'imaginer que ces produits-là ne puissent pas avoir d'effet sur d'autres organismes non cibles? C'est fait pour tuer du vivant ou le perturber. Donc forcément, il ne faut pas s'étonner que ça ait potentiellement des effets. Après, il y a les produits biocides, et il y a certains de ces biocides qui sont des pesticides. Certains médicaments vétérinaires, notamment les antiparasitaires, mais aussi les antifongiques, et un certain nombre de médicaments pour l'usage humain. Et donc quand on regarde ça à l'agriculture, ok, là c'est passé comme une lettre à la poste, l'autorisation de drones pour épandre des pesticides. Alors pour l'instant, utilisable en agriculture biologique, alors qu'il n'y a pas de demande, c'est que là, ça va passer ça, pour après que ça soit des pesticides autres, parce que la principale demande, c'est dans le champenois notamment, et il n'y a pas beaucoup de champagne bio. D'accord? Donc là, c'est passé en disant qu'il n'y avait pas d'exposition des utilisateurs, il n'y avait même pas d'études. D'accord? Et en plus, la dérive est plus forte. D'accord? Et c'est plus inefficace, c'est moins efficace agronomiquement. Donc c'est une aberration complète, cette autorisation. Donc j'ai été auditionné par le sénateur porteur de cette loi. Il changeait de couleur au fur et à mesure de le truc, mais ça n'a pas empêché que, globalement, la loi est passée. Donc, on parle aux aliments, on pense à l'épandage aérien non agricole, qui va se développer et qui se développe, et notamment parce qu'on a fait les mêmes bêtises pour le pain, la chenille processionnaire du pain, Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis, sans alternance, donc du coup, il y a des résistances, et donc on passe à d'autres produits, et on va repasser avec le moustique tigre et autres, on va développer de plus en plus d'épandage aérien. C'est évident, parce que ça va être la solution de facilité. Ça marche bien la chimie. Le jardin, les petits produits sur les animaux, les tueurs d'abeilles, ben, c'est toujours le premier produit vendu par les vétérinaires, en antiparasitaire, fipronil. Le lindane sur la tête des enfants, jusqu'à un passé récent. Alors maintenant, il y a possibilité d'acheter des insecticides anti-poux que sur ordonnance. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas tous accès à un médecin facilement, et d'aller voir un médecin pour avoir une ordonnance pour utiliser un anti-poux insecticide, eh ben, on a des usages détournés d'insecticides d'ambiance que certaines personnes utilisent pour mettre sur le cuir chevelu de leurs enfants. Ça marche très bien, ça brûle le cuir chevelu.
D'accord? Donc c'est un problème de dérive. La réglementation ne règle pas tout si on ne réfléchit pas à la chose. C'est plutôt l'accompagnement à d'autres produits et tolérer le vivant, c'est-à-dire accepter pendant une semaine de voir des juvéniles sur les cheveux de nos enfants. Si on accepte ça, on prend les produits qui marchent par étouffement, mais ça veut dire qu'on voit des juvéniles pendant une semaine. Alors qu'un insecticide, c'est super, pouf, tout le monde meurt d'un coup, et il n'y a pas de problème. Sauf que ça a été montré, dans les choses que je vais vous montrer après, que ça, c'est associé au cancer de l'enfant. L'usage d'antiparasitaires comme antipoux. Et aussi pour les animaux domestiques, tout ça Ouais, mais ça, oui, tout à fait. Mais ça, ça m'inquiète moins. Je me préoccupe de la santé humaine. Oui, ça peut passer. Est-ce que ça peut avoir des conséquences? Oui, bah, il y a les premières études sur les lymphomes, par exemple. Non, mais sur les... Pour un chat, Ah oui, oui, tout à fait. Bah, c'est pour ça que... Oui, c'est ça. voilà. C'est-à-dire qu'on en mette ça à l'intérieur du domicile, bah, ça entraîne l'exposition des enfants. Plus d'animaux dans les maisons. Ah oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, parce qu'avant on avait aussi. Mais globalement, on les traite de plus en plus, ça c'est sûr. Voilà, on les traite plus. Donc voilà, puis ça, c'est des petites prises anti-moustiques qui sont en vente libre tout le temps. Une nuit avec un produit que je n'ai pas mis la marque ici, mais là je peux le dire à l'oral, RAID. D'accord? C'est facile, vous savez votre rythme respiratoire, c'est vendu pour 45 nuits de protection. D'accord? Pour une pièce de 30 mètres cubes, une chambre classique. OK? Ça vous fait 3 ans d'exposition à des eaux contaminées par des pesticides. Une nuit dans ça. Une nuit, 3 ans d'exposition par l'eau. D'accord? Ben ça, c'est vendu, plaquette anti-moustique. C'est magique. D'accord? Et un petit exercice comparatif des doses. Donc là, on va du millimètre au kilomètre. C'est une échelle qui n'est pas linéaire, vous voyez. La contamination, l'apport de l'eau dans notre exposition, en France. Hein. D'accord? L'étendue, on va avoir quelques microgrammes par jour au maximum dans l'eau, c'est ce qu'on boit. L'air intérieur, ça monte un peu plus, la dose reçue. L'air extérieur, intermédiaire, les aliments solides, ça peut aller plus haut. Puis là, vous voyez que ça commence à chevaucher avec les expositions professionnelles. Donc, c'est intéressant de voir ça. Entre un professionnel, de savoir s'il a une exposition domestique, ce n'est pas la question. Par contre, certains professionnels qui n'ont pas d'usage directement, qui sont dans certains secteurs de production, c'est à peu près comme la population générale. D'accord? Donc c'est aussi intéressant pour voir ce qu'on trouve chez les professionnels. Alors au début, c'était ça, les pesticides des externalités positives, la balance bénéfice-risque. Donc là, évidemment, c'est bon pour les rendements, c'est bon pour la stabilité de production, c'est meilleur pour la qualité sanitaire, c'est meilleur pour les prix des aliments. Tout ça, c'est en faveur de l'usage des pesticides. Puis là, les risques, la santé humaine, l'environnement, la qualité des aliments, ouf. Alors, le marché des pesticides, c'est un marché qui se porte bien au niveau mondial. Il a une croissance à 2 chiffres, c'est merveilleux. Donc, 3,5 millions de tonnes. On continue à utiliser 3000 tonnes par an de DDT, notamment en Afrique subsaharienne, mais le DDT, il est utilisé comme précurseur d'autres pesticides utilisés en Europe. Et utilisé, il est fabriqué en Chine et en Inde, donc il y a des expositions professionnelles, de l'épandage aérien, donc de l'exposition professionnelle. Et si on fait une prise de sang à tout le monde ici, on va retrouver des résidus du DDT, pas du fait de l'usage il y a 50 ans dans notre pays, mais du fait que ça se voyage très bien dans la biosphère. D'accord? Donc là, on est plutôt au niveau mondial dans une augmentation, avec des pays où c'est une baisse de la surface agricole. Donc on est de plus en plus intense en termes d'usage des pesticides au niveau mondial. D'accord? Avec le Brésil qui était complètement dans la profondeur des classements en termes d'usage, maintenant qui est le premier pays utilisateur au monde, qui a passé devant les USA il n'y a pas très longtemps. Et nous on est 8e, pas parce qu'on a réduit, c'est que d'autres sont passés devant. Nous on n'a pas du tout réduit notre usage. Vous voyez, le plan Ecophyto, on était là, 2008, 50% là, en 2018. Là on est là. Ça marche bien. Santé humaine, on ne sait pas. Environnement, oui. Les eaux, montent, métabolites, on en trouve bien. Vous avez vu le coût de dépollution. Cours des comptes, en 2011, 25 milliards d'euros, les mesures correctives. Donc, une petite paille, quoi, ça ne coûte pas cher. C'est très lucratif pour les syndicats privés qui distribuent l'eau, parce que ça, traiter les eaux...
c'est une bonne chose pour les affaires. Et aussi, les métabolites qu'on cherche, est-ce que c'est, on ne les recherche en général pas, et ceux qui sont pertinents, on ne les cherche pas. Et donc maintenant, le chlorothalonil, un métabolite dont on a parlé, super. Ah oui, mais une fois qu'il a été interdit, d'accord, le métabolite, on ne le connaissait pas. Ah oui, le chlorothalonil, oui, c'est un pesticide récent, 1962. Ah oui, on n'avait pas le temps de développer et de demander à l'industrie quels étaient les métabolites, qu'ils connaissaient fort bien. On les dose qu'une fois que le produit est retiré du marché. Et on le trouve quand on le cherche. D'accord ? Mais le métabolite n'est pas pertinent en biologie, ce qui est faux. Sols, 80 à 98% des sols sont contaminés, 15 pesticides en moyenne dans les dosages, ce qui serait le contraire aurait été étonnant. Donc là, on voit que la balance commence à peser moins. Le côté positif, si je vois le verre à moitié plein, c'est que la Cour des comptes, on a été auditionné en juin de l'année dernière, 2 chambres de la Cour des comptes, ce qui n'est pas très fréquent, la chambre qui s'occupe de la santé, la chambre qui s'occupe de l'agriculture, l'environnement, etc., veulent faire une évaluation complète des externalités négatives de l'usage des pesticides. Pas parcellaire, mais complète. Donc là, ils nous ont auditionné, l'ANSES et nous en tant que chercheurs, le même jour, pour voir ce qui alimenter leur début de réflexion. Donc c'est plutôt un côté positif. La santé humaine, la santé des écosystèmes, là je ne vais pas en parler, la santé des écosystèmes, mais il y a les expertises collectives de l'INRAE et de l'IFREMER. C'est clair qu'on peut se passer d'une grande partie des pesticides et que c'est démontré qu'il y a un effet sur la biodiversité, mais ce qui était évident. Des produits qui sont faits pour tuer du vivant, le perturber, on peut dire ce qu'on veut, c'est évident que ça a un impact sur l'environnement, sur les écosystèmes. Sur les agriculteurs, c'est les expertises collectives de 2013 et 2021. Donc 2013, les présomptions fortes pour les adultes, des lymphomes, des hémopathies malignes ici, le cancer de la prostate, donc 3 types de cancers où il y a des présomptions fortes en 2013, d'après les éléments de la littérature. Une expertise collective, ce n'est pas une nouvelle étude. On fait un bilan des études au niveau international. D'accord ? Donc là, c'était clair au niveau professionnel sur 3 types de cancers, sur la maladie de Parkinson. Après, moyenne et faible. Et pour les enfants, malformation congénitale, leucémie, tumeur cérébrale, présomption forte d'un lien. Dans le cadre d'exposition professionnelle des parents, dans la plupart des cas. Ça, c'était en 2013. 2021, bis repetita, c'est-à-dire la littérature ne s'invalide pas, c'est-à-dire ça continue. On voit bien toujours cet effet-là d'après la littérature internationale. Les troubles cognitifs étaient en présomption moyenne, sont passés en présomption forte, c'est-à-dire perturbation de la mémoire, etc. Une maladie respiratoire, des maladies respiratoires non cancéreuses, la BPCO, c'est très sympathique comme maladie. Alors un des facteurs de risque, c'est le tabagisme, et le deuxième, c'est les expositions professionnelles, et on termine sous oxygène à 100%, et on termine asphyxié. Donc petit à petit, mais gentiment. Donc bronchite chronique également, sont passés directement à présomption forte. Donc ça, c'est pour les adultes. Et pour celle de 2021, forte leucémie dans le cadre de l'exposition professionnelle de la mère, tumeur cérébrale dans les 2 cas, troubles du comportement de type internalisé même dans le cadre d'exposition environnementale aux pyréthrinoïdes de synthèse, altération des capacités motrices, cognitives et sensorielles dans le cadre de l'exposition professionnelle des parents, et malformation congénitale aussi dans le cadre d'exposition environnementale. Mais aucune donnée probante en 2021 sur le lien avec la proximité des parcelles. Quand on parle d'environnemental, c'est l'usage domestique de pesticides, ce que je vous mettais dans la petite maison. Et ça, c'est un non-sujet en général. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de produits qui continuent d'être vendus tranquillement et on ne réglemente pas. On a réglementé dans les parcs et jardins, c'est-à-dire que c'est plus difficile en jardinage, plus difficile, ça ne veut pas dire impossible, d'utiliser des pesticides, mais à l'intérieur de domicile, c'est open bar. Alors nous, on contribue à ça pour les cancers professionnels, donc on a la cohorte Agrican qu'on conduit, c'est la plus grande cohorte au niveau mondial. Donc on pilote avec une équipe de Bordeaux également, qui s'appelle Agrican, donc il y a le site internet, vous pouvez aller le voir pour trouver tout un tas d'informations. On a inclus entre 2005 et 2007 182 000 affiliés MSA dans 11 départements français, tous ceux qui avaient un registre à l'époque des cancers, un registre des cancers. Par exemple, on aurait bien aimé avoir le Maine-et-Loire, qui est un gros département agricole, avec plein d'agricultures dépendantes des pesticides, avec des serres, de l'horticulture, etc. Il n'y a pas de registre. On aurait bien aimé avoir la région PACA,
avec la floriculture et tout un tas de choses. Ben, il n'y a pas de registre. D'accord? Donc, il n'y a que 4 grandes cohortes en France, 4 grandes cohortes, point de plus de 100 000 personnes non malades, Agricamp pour le régime agricole, Constance pour le régime général, Nutrinet, cohorte de Nutrinautes, et E3N pour les femmes de l'éducation nationale. 100 000 femmes et maintenant leurs conjoints et leurs enfants, petits-enfants. Donc, ça, on suit cette population de façon indirecte, avec des données de qualité, et ça, c'est juste une plaque. Ici, vous avez les secteurs de production, les 5 élevages principaux, les 13 cultures principales en France métropolitaine. En ligne, c'est tous les cancers sur lesquels on a travaillé, on a publié des résultats. À l'intersection, quand c'est blanc, on n'a pas vu d'association. Quand c'est vert, on a vu une association inverse et peut-être il y aurait des facteurs protecteurs. Et quand c'est saumon ou orange, c'est des facteurs délétères. Vous voyez qu'il y a un peu plus d'orange que de vert. Et le vert, on l'a essentiellement dans les élevages. Et vous voyez qu'il y a quelques verts aussi là. Mais vous voyez après les tâches qu'on a associées. Alors soit le secteur est d'emblée à risque, soit des tâches à l'intérieur du secteur. Par exemple, pour le cancer de la prostate, c'est à la fois le fait d'être éleveur bovin, c'est un facteur de risque de cancer de la prostate, et notamment quand on utilise des antiparasitaires sur le dos des vaches. D'accord ? Donc on a ce type de choses. Donc là, vous voyez que ça, c'est les traitements sur des infections des locaux, ça, c'est les antiparasitaires sur animaux. Après, il y a différents trucs, mais vous pourrez le regarder en détail. Première surprise pour nous, on ne croyait vraiment pas qu'on allait avoir des colonnes sans aucune tache blanche, quoi. C'est-à-dire qu'on a du rouge dans tous les secteurs de production. Et si je vous passais d'autres pathologies qui ne sont pas des cancers, on a travaillé sur Parkinson, infertilité, bronchite chronique, asthme, et on vient de publier sur la maladie d'Alzheimer, Parkinson, c'est tous les secteurs sont rouges. D'accord ? Côté positif, la création du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Ça, c'est important parce que plus la réparation va coûter cher, plus les pouvoirs publics seront incités vivement à faire de la prévention. Ça marche très bien. Je vous prends un exemple autre. Une petite entreprise minuscule d'aéronautique, Airbus. Pour ses réacteurs, elle les nettoie avec du mélange du chrome 6. Donc, c'est cancérigène avéré pulmonaire. Les médecins du travail voulaient faire des études d'exposition dans les ateliers. Non, on n'a pas les moyens, c'est pas la question, etc. Airbus, pas les moyens. Pas de bol pour eux, et surtout pour le salarié, un de leurs salariés de ce poste de travail fait un cancer bronchopulmonaire. Il demande réparation, qu'il obtient, évidemment. Ben là, hop, il y a la prévention qui se met en place à Airbus sur ce mélange, ici. C'est malheureux, mais c'est un levier, la réparation. Et puis après, une notion d'équité. Ce n'est pas équitable en France, quand on a une maladie, d'avoir un accès au tableau de maladie professionnelle. Ça dépend dans quel CHU on tombe, sur quelle spécialité on a, pour avoir la reconnaissance. Malheureusement, c'est comme ça. Notre pays n'est pas du tout équitable. Même pour la prise en charge des soins. Ce n'est pas du tout équitable. Pour la réparation, c'est pareil. Donc là, maintenant, c'est un comité national. Et on était à une vingtaine de reconnaissances par an. Vous voyez, l'année 2023, 671. Et aussi le régime général. C'était la première fois qu'il y avait un tableau, cancer à la prostate, régime agricole 2021, régime général 2022. Et on commence à avoir des reconnaissances. Sauf assez peu de femmes, parce que l'exposition indirecte n'est pas bien diffusée comme étant une source d'exposition. Donc la balance continue de baisser un peu sur les externalités positives. Les limites de l'évaluation et la qualité des aliments. Alors cette équation simpliste, intéressante dans l'évaluation des risques, danger fois exposition est égal à risque. On a tous appris en école primaire, une des règles de la multiplication, c'est que vous multipliez quelque chose de grand par 0, ça fait 0. Donc ça, c'est super. Oui, on est d'accord, c'est dangereux. Mais nous, on vous garantit qu'il y aura une exposition à 0, donc il n'y aura pas de risque. C'est ce qui fait que la France a été un des pays qui a interdit l'amiante le plus tardivement dans les pays riches, parce que l'industrie disait, mais non, mais on est d'accord avec vous, l'amiante, c'est super dangereux, c'est super méga dangereux. Mais nous, on vous garantit des process industriels qui vont faire que l'exposition va être à 0. C'est systématique. Alors, premièrement, il y a un crible.
il est plutôt mieux fait, l'évaluation des risques pour les pesticides est plutôt mieux faite que pour d'autres produits de consommation, clairement, avec la clause de revoyure tous les 10 ans. Donc ça, c'est quand même une force de la réglementation, contrairement à d'autres produits. Par contre, c'est un crible, ce n'est pas un couvercle. C'est-à-dire qu'on laisse passer des choses. Et là, on est très présomptueux. Les évaluateurs sont très présomptueux. On ne s'entend pas très bien avec les évaluateurs. Là, en 2000, dans les années 2000, il y avait 6 grands mécanismes de cancérogénèse connus. 20 ans après, il y en a 14. Et on n'a pas fait le tour. C'est-à-dire, comment on peut se dire qu'on est tranquille pour évaluer des choses qu'on ne connaît pas? Ils sont vraiment très forts. Cette capacité d'évaluer à 100% des choses sur les dangers. Donc, il y a des choses qui passent parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, la cancérogénèse encore complètement. Donc ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, les déterminants sur l'exposition, certains importants sont non étudiés. Là, je vous présente les trompages d'ovins. Ça n'existait plus d'ailleurs d'après les pouvoirs publics. Avant de mettre des ovins dans les pâturages, notamment les brebis viande, on les trempe. Et il y a des groupements de défense sanitaire qui font la tournée des popotes pour proposer ce service-là. Qu'est-ce qu'il y a dans le bain? Des organophosphorés, les anciens gaz de combat. Qu'est-ce qui se passe après quand on manipule les boutons, quand on fait tomber dedans, là, ça éclabousse? Là, c'était les premières alertes au début du XXe siècle sur le lien entre cancer et pesticides. Ça a commencé par les alertes en Grande-Bretagne et en Nouvelle-Zélande sur les antiparasitaires. Parce qu'avant les organophosphorés, c'était l'arsenic. Donc c'est sympa. Et puis là, après, vous avez quelques centaines de litres. Ça va où? Dans le fossé. Vous voulez que ça aille où? Quelques centaines de litres en décharge de classe 1. Dans le fossé, direct. Et on s'étonne qu'on ait des contaminations ponctuelles. La cueillette en serre, les feuillages, l'installation de filets paragrèles, ça fait une belle voûte. Quand vous traitez là-dedans, vous mettez ça. Nous, on a fait des études d'exposition, on fait beaucoup d'études d'exposition. Là, la tête des gens, elle est super bien contaminée. Et ça, c'est plus qu'une journée de traitement, d'installer un filet paragrèle en arboriculture fruitière. Le semis, les industriels, les semenciers disaient, mais allez-y les agriculteurs, prenez les semences, elles sont enrobées de pesticides. Nous, on vous garantit un process industriel qui fait que ça va être enrobé sur enrobé, il n'y aura pas d'exposition. Donc, à main nue. Mais on leur dit, mais vous avez montré? Mais non, mais on le sait. Ah, d'accord. Donc, on fait une étude. On trouve de l'exposition. Pas de bol. Donc là, exposition n'était pas vue. Et là, pour l'instant, c'est considéré comme non exposant dans la réglementation. Donc après, il y a d'autres choses, l'origine des données, etc. L'enrobage de semences à la ferme, c'est la moitié des semences de blé orge, c'est traité à la ferme, donc par des entreprises qui viennent proposer ce service-là. Et donc, il y a aussi un enrobage autre. Et puis le lien entre ici, c'est on a commencé parce qu'on commençait à en avoir marre de ne pas être entendu, donc on s'est dit on va publier maintenant les résultats, plutôt que d'essayer de discuter avec l'homologation, pour voir est-ce que les modèles qui étaient vendus, les modèles d'homologation pour prédire l'exposition des travailleurs, est-ce qu'ils étaient conservateurs ou pas? Et l'industrie, et du coup les agences européennes disent qu'ils sont très conservateurs, c'est-à-dire qu'ils surestiment énormément la vraie exposition. Ici, vous avez la mesure sur le champ, et là, la mesure prédite. Si ces modèles étaient très conservateurs, donc là, chaque point, c'est une mesure que l'on a des agriculteurs qu'on a suivis là en arboriculture. Chaque point, c'est une observation. Si le modèle était très conservateur, les points devraient tous être là. Ah, pas de bol. Ils sont là. Et puis ici, ceux-là, c'est ceux qui ne prêtent pas de gants. Et ça, c'est ceux qui mettent des gants. Et donc, dans le modèle, les équipements de protection individuelle sont super efficaces. Non, ce n'est pas une barrière complète. Et donc ça, après, on met sur le marché avec un risque acceptable, dans les conditions avec des gants neufs, bien pris en compte, etc., ce qui n'est pas la réalité du terrain. Donc du coup, ça c'est une autre raison qui fait que certainement on a des effets de santé parce que les modèles rendent acceptable quelque chose qui ne l'est pas. Et maintenant pour la qualité des aliments. Alors, les niveaux de résidus, donc il y a une publi qui date de 2017, mais donc c'est plus actuel au niveau des nombres de molécules. Donc évidemment, en agriculture bio, ce n'est pas 0 pesticide, mais c'est beaucoup moins. Ce qui est intéressant, c'est
du point de vue de la réglementation européenne, ce qui n'est pas très pointilleux, il y en a 27 sur les 385 en agriculture conventionnelle qui étaient cancérigènes d'après l'homologation. Mais à des niveaux d'exposition qu'on ne peut pas retrouver chez les agriculteurs, bien sûr. D'accord? C'est pour ça qu'ils sont approuvés. Okay. 27, 0 pour les produits bio. Donc en diversité de molécules, en niveau de toxicité, évidemment, dans les produits qui sont autorisés en agriculture bio, ce n'est pas 0 toxicité, mais c'est une toxicité moindre et beaucoup moins de variété. Alors, dans les aliments, il y a des traces de pesticides aussi dans les aliments bio, mais avec des niveaux 70 fois inférieurs en termes de toxicité. Ça, c'est un premier élément. Et puis, on commence à avoir de plus en plus d'études sur les effets de santé entre alimentation bio et pas bio. Alors, sur des effets plutôt autour de la reproduction et des malformations, alors tout ne va pas dans le même sens, mais par exemple, là, la cryptorchidie, pas d'effet. Par contre, l'atopie, notamment l'eczéma, consommation de produits laitiers d'origine biologique versus non biologique, 36% de risque en moins. Donc, il commence à avoir des résultats là-dessus. Sur l'obésité, il y avait des études à un moment donné qui sont avec certaines limites, mais il y a eu une cohorte aux États-Unis, la cohorte Nitriate en France, qui a montré qu'il y avait un net effet à un moment donné, mais aussi sur la prise de poids ultérieure. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui semble assez clair. Sur les cancers, je vais les détailler les trois, parce que pour l'instant, en fait, on n'en sait rien. Vous allez voir les trois qui vont dans des sens différents. Oups. Et rassurez-vous, j'ai presque fini après. Donc, si je vais sur la première historiquement, donc 2014, les Anglais ont le mérite d'être pragmatiques, contrairement à nous. Il y a un dépistage organisé de cancer du sein comme en France. Ben, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? On va poser des questions aux femmes qui sont en train d'attendre leur mammographie, et la plupart d'entre elles n'ont pas de cancer du sein. D'accord? La plupart des femmes qui vont passer un dépistage ne vont pas être positives. D'accord? Donc, c'est des personnes qui ressemblent à la population générale non malade. Okay? Donc, on va leur passer un questionnaire. Donc là, vous voyez, alors c'est dans plein de domaines, et ça s'appelle la Million Woman Study. Et sur celle-là, c'est 623 000 femmes en Angleterre qui ont répondu à cette question-là. Est-ce que vous n'avez jamais, quelquefois, souvent, toujours consommé des produits bio? Vous voyez, elle est grossière, la question. Et puis, comme c'est une très grosse étude sur 623 000 personnes, en 9 ans, 54 000 cancers. Donc, une puissance statistique de malade. Qu'est-ce qu'on voit? Globalement, pas d'effet. Mais par contre, pour celles qui ont dit souvent ou toujours, les 7%, 21% moins de lymphomes. Donc, les lymphomes qu'on trouve en excès chez les agriculteurs. Donc ça, c'est, on se dit, ah ouais, c'est pas mal. C'est intéressant. Par contre, ça, c'était pas terrible. Après celle-ci, Nutrinet fait une cohorte, alors beaucoup moins de personnes, beaucoup moins robuste sur les cas de cancer, parce que c'est France entière, il n'y a pas de registre, donc c'est le déclaratif, la vérification, etc. Donc c'est moins robuste sur les cancers. Par contre, beaucoup plus robuste sur la consommation de produits. 16 produits différents avec un score. Là, les cancers du sein, pour le quartile, c'est-à-dire les 25% qui consomment le plus de produits bio, 23% de sous-incidence des cancers du sein. Et surtout, pour les cancers du sein post-ménopause. D'accord? Et là, sur les lymphomes, mais avec 2 cas, 86% de moins de lymphomes. Donc, deuxième étude, plus robuste sur l'exposition, moins robuste sur les cancers, va dans le même sens. Dire, ah oui, c'est un faisceau d'arguments qui commence à arriver. Et là, c'est la science. Dans une très bonne revue d'épidémio, une étude au Danemark, registre national depuis 1940. D'accord? Pareil, un score d'exposition. Vous voyez que les lymphomes, c'est l'inverse. Peut-être un excès de lymphomes chez ceux qui consomment le plus de produits bio. D'accord? Ils trouvent quelque chose ici, peut-être de protecteur sur les cancers de l'estomac. Vous voyez, donc là, pour l'instant, sur les cancers, on commence à avoir des choses, mais ce n'est pas consensuel du tout. Et notamment, les 2 dernières études sont plutôt robustes sur la mesure d'exposition. Nutrinet, moins robuste sur la définition de la maladie que celle-ci au Danemark. Donc, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres.
pour l'instant. On commence, donc ce n'est pas que des invectives. On commence à avoir des données un peu pour discuter de ça. Et puis pareil pour les choses positives, mais vous en parlez beaucoup, mais j'aime bien dire ça, c'est le ministère de l'Agriculture, donc elle n'est pas du tout phallocrate. Parce qu'on parle d'alimentation, c'est qui? C'est Bobonne, qui est là. Bobonne, elle est là, avec son petit tablier pour faire la cuisine, parce que c'est ça. Et là, on est en train de parler de 2025. Et on a, soi-disant, un secrétaire d'État ou un ministère, égalité homme-femme, tout ça. Bref. Et puis le vin est un aliment comme les autres. Alors qu'il n'y a jamais eu aucune donnée scientifique qui a montré que le vin protégeait même de l'infarctus. C'était un verre d'alcool. 2 verres, c'est un facteur de risque. 1 verre par jour, c'est un facteur protecteur, mais pas un verre de vin. Un verre d'alcool, quel qu'il soit. Sauf que le lobby du vin a dit que c'était du vin. Et forcément en France, c'est forcément du vin. Et puis un verre de vin, c'est un facteur de risque d'AVC. Un verre de vin, c'est un facteur de risque d'un certain nombre de cancers. Donc le vin n'a jamais été bon pour la santé. Jamais, jamais, jamais. Ben là, c'est un aliment comme les autres. Donc là, il y a un petit souci de discussion. Et puis la viande, 55 kg par an par habitant, alors qu'on devrait être à 26 kg maximum. Les recommandations de l'OMS pour les quantités. Donc là, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les éleveurs devraient être payés plus cher pour les mêmes quantités de viande, mais pour leur permettre de faire autre chose que ça. Et donc ça, c'est tout à fait possible si on leur paye le vrai prix de la viande pour en consommer moins, mais que tous consomment de la viande de bonne qualité. Quand les gens décident de consommer de la viande. Mais en tout cas, pas 55 kg par an. Et j'aime bien montrer ça parce qu'on nous dit que c'est une fatalité, qu'il y avait eu un plan de lutte contre l'obésité et il y avait un gros volet recherche sur la génétique. Ça fait trop rigoler. L'épidémie d'obésité, on n'a pas changé notre génome depuis le début de l'épidémie d'obésité. Ça n'a rien à voir avec de la génétique dans l'essentiel de l'obésité. C'est juste les habitudes de vie, quoi, et ce qu'on mange. Donc 2,5 milliards en excès de poids, et puis 2,4 milliards en insécurité alimentaire. Cherchez l'erreur. Et puis nous, on a notre bonne bouffe à la française qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on n'allait pas avoir d'épidémie d'obésité. Pas de bol. Depuis les années 80, elle est gentiment arrivée là, mais on n'en parlait pas trop, et elle est bien là, l'épidémie d'obésité. Et non seulement elle est bien là, ici c'est quelque chose que vous connaissez, je pense tous, un photographe en 2005 qui a fait le tour du monde, donc vous voyez ça. Moi ce que j'aime bien c'est ça, avec cette aberration-là, en France, de boire de l'eau en bouteille, en plus naturelle bien sûr. Pas du tout de souci là-dessus, hein, de gens qui se sont enrichis en mentant, d'accord, pour vendre de l'eau qui n'était pas naturelle, et ils se sont fait des marges énormes sur de l'eau qui n'était pas naturelle, qui était traitée comme l'eau du robinet. Mais ils la vendaient un tout petit peu plus cher. Donc ça, cette aberration-là, et ça, le gradient d'inégalité sociale dès la maternelle. Grande section, vous êtes enfant de cadre, 1,3% d'obèses. Vous êtes enfant d'ouvrier, 5,8% d'obèses. Donc rendre accessible une nourriture de bonne qualité à tout le monde, et pas simplement en fonction de son portefeuille. C'est un enjeu que vous, évidemment, qui est d'actualité. Puis les États-Unis, ben là, c'est la fontaine à coca. C'est pour ça qu'ils sont 50% d'obèses. Et puis ici aussi, la fontaine, ben, elle a l'eau parce que l'eau du robinet n'est pas potable. Par contre, ça, c'est gratis. C'était gratis au Mexique parce que c'est bien le marketing. C'est vous vendez à perte pour ferrer le kidam, et puis après, vous le vendez plus cher quand les gens sont ferrés. Les mêmes stratégies que le tabagisme. Mais sauf que ça a changé un petit peu. Ils ont mis une loi pour les sucres, etc. Puis le Tchad, ça coûte moins cher. Donc, pour terminer, je vais avoir fait 40 au lieu de 30. En guise de conclusion, réduire drastiquement la dépendance aux pesticides, ça c'est un enjeu. Le gain pour les écosystèmes, les gains en santé pour les professionnels, pour les enfants de professionnels, sans doute pour les enfants tout court, notamment si on fait attention à ce qui se passe dans les domiciles, et pas qu'à l'agriculture. Et financier, important, modifiera significativement notre agriculture, moins d'élevage intensif, donc besoin moins de céréales, moins d'un certain nombre de cultures, qui consomment de la biodiversité, qui consomment des pesticides,
et donc une meilleure alimentation, et donc un cercle vertueux qu'on pourra mettre en place. Par contre, pour vous dire que le vin commence à être sérieusement à moitié vide, est-ce qu'il faut sauver les chercheurs américains? La réponse est non. La réponse, ça serait bien de sauver la recherche en France, par exemple. Et de se dire qu'on va financer quelques dizaines de chercheurs, 5 fois le prix d'un salaire d'un chercheur français, et que la France, depuis des décennies, on nous promet qu'on arrivera à 3% du PIB, et qu'on est toujours à 2,2%, et ça, ce n'est pas mes statistiques, hein, c'est la Banque mondiale. D'accord? Ben là, la Suède, elle est à 3,4%, c'est le premier pays en Europe, et ça continue de monter. Ils investissent dans l'avenir pour de vrai, et la recherche, ça fait partie des investissements dans l'avenir, comme l'éducation. D'accord? Ben là, ce n'est pas le cas. Nous, on est en train de baisser le soutien à la recherche. Alors, les USA avant Trump, c'était comme la Suède, mais là, c'est en train de... Je peux vous dire que moi, je fais des visios avec les collègues américains, ben, c'est pas joyeux. On a vu un certain nombre qui pleurent, certains sont virés. Ils n'ont plus de budget. Jusqu'à un passé récent, ils n'avaient plus le droit de parler, ils n'avaient plus le droit de soumettre des papiers, ils n'avaient plus aucun budget. Ils n'avaient pas le droit de voyager. Et pas le droit de parler, comment ça? Ah ben, pas le droit de parler en public, interdit. Plus le droit d'aller dans les colloques, plus le droit de prendre la parole. Et, par exemple, sur une étude épidémiologique qui regarde les cancers chez des hommes et chez des femmes, on n'a pas le droit d'utiliser le terme homme ou femme. Ah, c'est compliqué. On arrive à des choses complètement débiles, mais on voit ce que c'est d'avoir un gouvernement d'extrême droite dans un pays. Alors ça a évidemment beaucoup de répercussions parce qu'ils mettaient beaucoup d'argent dans la recherche et beaucoup d'argent dans un grand pays, ce qui fait que ça avait plein d'applications sur plein de choses. Et la dernière chose en date, une de nos meilleures revues internationales sur l'épidémiologie professionnelle et environnementale. Arrêt de publication. Ils n'ont plus d'argent du NIH, l'équivalent d'une CERN. Donc ils nous disent, bah, arrêtez de soumettre des papiers, on ne peut plus les évaluer. On arrive à une période dramatique sans exagérer. Et nous, en France, on prend le même chemin. Le même chemin. Ce n'est pas pour dramatiser. Hein. On est un labo riche, etc. On est une CERN, on est machin, on coche toutes les cases, machin. Mais non. Moi, j'attends encore des subventions de l'ANSES parce que leurs crédits sont gelés. On est dans ça. Donc, c'est quelque chose d'important. Et voilà ce que je voulais vous dire brièvement, moins brièvement que ce que vous espériez. Merci à vous. Donc on a une vingtaine de minutes pour des questions, des réactions. N'hésitez pas. On se remonte voir. On va essayer de se remonter le moral. Donc, je ne l'ai pas dit, ça fait maintenant 30 ans qu'on travaille avec le milieu agricole. On n'a pas de soucis avec les agriculteurs. On a quelques soucis avec certains de leurs représentants. Mais avec les agriculteurs, on n'a pas de soucis. On a une fidélisation des gens. Là, on fait un projet qui s'appelle Pest Expo 20 ans après, c'est-à-dire on refait des mesures d'exposition 20 ans après une première étude. Donc, il y a bien une adhésion du milieu agricole. Oui ? Je suis très inquiet. J'aimerais avoir votre, enfin, pas positionnement, mais en tout cas de l'éclairage. L'Assemblée nationale va la regarder le 26, là, 26-28, des nouveaux amendements sur remise en circulation d'un certain nombre de pesticides. Je crois que ça s'appelle plomb, c'est ça Du plomb. Au niveau des... Est-ce que, enfin, vous, votre regard là-dessus, sur le recul, parce que pour moi, je trouve que c'est du recul. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'exploite pas. C'est-à-dire dans le plan Ecophyto, il y avait des choses intéressantes. Par exemple, le réseau défi des fermes pour innover, etc. Sauf qu'on ne donne pas réellement les moyens à ces réseaux à déployer pour de vrai les solutions alternatives à la dépendance, etc. La deuxième limite des réseaux défis, c'est qu'ils regardent juste les changements de pratique et l'efficacité agronomique, etc. Mais ils ne regardent pas l'exposition des agriculteurs, ce qui est un peu dommage parce que l'idée, ce n'est pas juste diminuer l'utilisation, mais c'est aussi diminuer l'exposition, ce qui ne va pas forcément avec. Donc oui, c'est sans doute, mais c'est parce qu'on ne remet pas du tout
en cause le modèle dominant de production intensive exportatrice. Donc avec le moins 10 ans en termes de normes. Donc si on n'est qu'à raisonner sur la compétition internationale, de toute façon, ça va toujours être la course à l'échalote, parce que forcément, en termes de main-d'œuvre, en termes de tout un tas de choses, si on se combat même avec le Brésil, avec un gouvernement plutôt progressiste, eux, il faut qu'ils produisent pour leur balance économique et le développement de leur pays. Donc oui, c'est sans doute une régression. Après, en termes de toxicité aiguë, aussi, en termes de toxicité chronique, il ne faut pas se voiler la face, les produits nouvellement mis sur le marché ne sont pas moins toxiques que les anciens. Clairement, en termes de toxicité chronique. C'est-à-dire que là, il y a un fongicide qui était... l'ANSES nous demande de regarder un peu les usages dans Agrican, etc. Je passe les détails, parce qu'on ne connaît pas l'usage des agriculteurs en France de pesticides, hein, parce qu'il n'y a pas d'enquêtes qui sont faites, alors que depuis 2005, c'est obligatoire dans les fermes. Mais sauf qu'on n'a pas mis en place de système même représentatif de collecte. Donc on n'en sait rien. On n'a que les données de vente. Et donc là, je regardais cette molécule-là. Cette molécule-là, pesticide tout à fait nouveau, pas de problème, sauf qu'il avait un mode d'action des pesticides qu'on avait interdits auparavant, qui fait un joli poison du fuseau de mitose, de division cellulaire, sans problème. Parce que la dose à laquelle on a un effet sur les cellules, machin, on ne va pas les retrouver dans la vraie vie parce que les gens, c'est bien connu, ils se mettent des gants, c'est super efficace, etc., etc., etc. Donc il est complètement sur le marché, c'est un cancérigène chez l'animal. Pas de problème. Donc, vieux produit ne veut pas dire plus grande toxicité que produit plus récent, en termes de toxicité à long terme. La toxicité aiguë a baissé, mais la toxicité chronique ne baisse pas. Il n'y a pas d'élément formel pour le dire. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, en partie. Merci. Est-ce qu'on a des éléments précis sur l'impact des pesticides qui ont été utilisés pendant des années dans les maïs, qui sont présents maintenant dans les nappes phréatiques? Comme le métolachlore, par hasard? Oui. L'atrazine, ce qui était intéressant, l'atrazine va être évaluée pour la 3e fois par l'OMS. La première fois, ça avait été classé comme cancérigène possible. D'accord? La deuxième, c'était en 91. En 2000 et quelques, elle a été réévaluée et elle a été déclassée. C'est-à-dire qu'a priori, les mécanismes n'ont pas de chance de se retrouver chez la femme. D'accord? Là, elle va être réévaluée à la demande des collègues américains, parce que l'atrazine est toujours autorisée dans un certain nombre de pays, dont les États-Unis. Et donc, ils vont refaire une évaluation à la fin de l'année civile. Ben oui, s'ils ont les moyens. Parce que c'est le cirque, et le cirque avait déjà été empêché dans le premier mandat de Trump, parce qu'ils avaient réduit de 40% lors de la dotation, parce qu'il y avait eu la sortie du glyphosate évalué cancérigène probable, et ça n'avait pas plu à Monsanto, et donc aux États-Unis de Trump. Donc, pour moi, c'était un des rares pesticides à avoir été déclassé. Donc, je ne dirais pas que c'est un problème. Nous, on a regardé avec le cancer de l'ovaire. Il y avait eu des signaux en Italie sur le cancer de l'ovaire. Nous, on n'a pas trouvé d'association avec le cancer de l'ovaire. Donc, je dirais pas. L'atrazine, bof. Le métolachlore, par contre, on voit quelques petits signaux. Le métolachlore sur les cancers de la prostate, sur les cancers hémato. Et le métolachlore va aussi faire partie des pesticides. Il y a métolachlore, atrazine et le carbaryl, je crois, qui vont être réévalués à la fin de l'année si tout se passe bien. Et là, par exemple, la France, qu'elle pourrait faire? En plus, le cirque, il est à Lyon. Elle pourrait mettre 20 millions, 30 millions au pot, donner au cirque que les USA ont enlevé. C'est ce que fait la Chine. La Chine, ils ont un peu une vision d'avenir, d'influence. La France, l'Europe, non. On va donner moins à la recherche, c'est une bonne idée. Les États-Unis se désengagent, on fait comme eux. Bonne idée. Je reprends la parole pour dire que je me suis un peu trompé sur les horaires. On a moins de temps que ce que je pensais. Ah. Donc on se laisse encore une question. Ah bon, désolé, alors du coup, il y aura encore plus d'avoir coupé. C'est pas grave, c'était très intéressant. C'est une question simple. Est-ce qu'il faut boycotter l'alimentation d'origine élevage industriel? Encore qu'elle soit tamponnée déjà. Donc, je ne pense pas. Je pense qu'il faut plutôt aller vers le soutien. Vous êtes un certain nombre d'élus ou de représentants
communes, etc. C'est faire en sorte qu'au niveau loco-régional, il y ait des filières courtes pour de vrai, des systèmes de production qui permettent d'avoir une valorisation et de se dire que par contre c'est une vue de l'esprit que chaque agriculteur, éleveur va transformer lui-même. Non. Moi j'étais à l'ITAB du ministère de l'écologie il y a un an. Un des freins dans la conférence débat, pourquoi l'agriculture biologique ne se déploie pas plus que ça? Parce que l'industrie agroalimentaire est contre. Parce qu'ils ont organisé le maillage territorial pour une spécialisation des productions pour leur simplifier la collecte. Donc il faut aller contre ça pour avoir des filières qui soient plus diversifiées au niveau loco-régional pour faire des chaînes courtes. Mais il ne faut pas se dire qu'il ne faut pas reporter cette responsabilité aux agriculteurs. Un agriculteur ou un éleveur, il n'a pas forcément envie d'être transformateur. Et puis il faut aussi regarder leur volume de travail. Si vous produisez, vous transformez, vous vendez, vous vivez plus du tout. Ben, c'est évident. Ben oui, mais ça ne sera pas possible. Donc ça veut dire des relais de transformation organisés, comme il y avait, moi je suis dans le sud du département, dans la commune où je suis, il y avait 11 fromageries. Il y en a une. Ben forcément. Ça, c'est un maillage qu'il faut réorganiser. Et ça, c'est aider pour de vrai les agriculteurs. S'ils n'ont pas de débouchés locaux à leur production, ce n'est pas les grands transformateurs qui vont le faire. C'est sûr qu'ils ne le feront pas. Ou alors, on en reparle encore dans 50 ans, on est au même stade. Ouais. Une question annexe, les OGM, je sais que c'est plutôt l'utilisation d'OGM qui est liée du coup à l'utilisation de pesticides, etc., qui crée un effet très, très négatif. Mais est-ce que les OGM en soi... Moi, je ne pense pas que les OGM en soi soient un problème de santé publique. Non, c'est-à-dire que la réalité des OGM, c'est des OGM résistants aux pesticides, ce qui a fait qu'on a utilisé de plus en plus de pesticides. Voilà. Donc, Les OGM en soi, moi, j'ai travaillé au tout début de ma recherche, j'ai commencé à l'INRA. Pour avoir des variétés modifiées, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient n'importe quoi, complètement au hasard. Ils prenaient des coccinelles, on les irradie. Le but, c'est d'avoir des coccinelles sans ailes. Et puis après, on les relâche dans la nature. On ne sait pas ce qu'on a fait, on les a irradiés, on les relâche dans la nature. On les traite avec des mutagènes. Donc plutôt que d'avoir un truc où on fait de la sélection complètement à l'aveugle, d'avoir quelque chose, mais par contre qu'on réglemente sur est-ce que l'objectif de cet OGM, c'est de réduire la dépendance à la chimie, et dans ces cas-là, c'est quelque chose de positif collectivement, ou est-ce que c'est juste pour utiliser encore plus de chimie? Je veux dire, le glyphosate aux États-Unis, avant, ce n'était pas un gros marché. Hein. Depuis les OGM, boum! C'est bien pour ça que Monsanto a attaqué à fond l'évaluation du glyphosate. Et maintenant, ils s'en fichent parce qu'ils ont des OGM de remplacement, dicamba, micropropre. Donc maintenant, il y aura une réévaluation du glyphosate, il n'y aurait pas la même velléité, parce que là, ils ont des OGM de remplacement. Et il n'y a pas d'impact sur la biodiversité avec l'OGM? Pas plus qu'avec des choses qu'on manipule de façon aléatoire, pour moi. Bon, j'espère que ça répondait un peu à vos questionnements. Oui? Une dernière chose, donc vous avez beaucoup parlé de l'aspect carcinogène, Ouais. Mais il y a aussi plein d'autres maladies ou plein d'autres impacts, le côté reprotoxique, toutes ces dimensions-là. J'en ai parlé un peu, notamment sur les professionnels, c'est moins documenté que l'aspect cancer et neurodégénératif. Même le neurodégénératif, ce n'est pas si étudié que ça, à part la maladie de Parkinson. Donc, il y a d'autres domaines. Sur l'expertise qui est accessible de 2021 de l'INSERM, il y a plusieurs niveaux. L'expertise complète, c'est 1000 et quelques pages. Après, il y a une synthèse qui doit faire une centaine, et après, il y a une synthèse de synthèse qui fait quelques pages. Synthèse de synthèse. Donc là, vous avez pas mal de choses sur le champ à investiguer. Sur l'explosion des tumeurs au cerveau, Ben, l'explosion. Le problème, c'est qu'on... Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de registre national, ce sont des estimations à partir des registres locaux. Donc il y a une augmentation, il y a une partie, c'est lié aux pratiques de dépistage non organisées, c'est-à-dire l'imagerie permet de faire du diagnostic maintenant qu'on ne pouvait pas faire avant.
Donc il y a une partie qui est expliquée par l'innovation de diagnostic, parce que quand vous avez une tumeur au cerveau ou des symptômes et que vous êtes un peu âgé et que vous n'êtes pas en bon état, bah, vous faire une trépanation pour aller regarder, faire une biopsie, bah, on ne le faisait pas, ce qui fait qu'on n'était pas sûr du diagnostic. Maintenant, on fait de l'imagerie, on peut faire du diagnostic sans opérer. Donc il y a une partie, c'est ça, et il y a certainement une partie, c'est les expositions aux facteurs de risque, il y a les champs électromagnétiques, il y a les téléphones portables, par exemple. On est passé en 1991 de 0 utilisateurs à 8,5 milliards d'utilisateurs en 30 ans. Donc comment se dire que ça n'a strictement aucun effet sur la santé? Il y a l'aspect cancérigène, et je vous dis, on ne connaît pas tous les mécanismes. Donc voilà. Il y a ça. Les pesticides, nous, on voit des liens avec les tumeurs du cerveau, aussi. Et pas qu'avec des produits insecticides, aussi avec des fongicides. Donc ça aussi, il y a des idées reçues qui viennent qui ne sont pas non fondées, c'est qui viennent de la toxicité aiguë. Un insecticide, c'est plus toxique en aigu, en général, qu'un herbicide ou un fongicide. Mais en toxicité à long terme, c'est pas vrai. Donc, il y a une partie, mais il y a quand même une partie, c'est de la démographie, le nombre de cas. Fort heureusement, même si l'espérance de vie augmente moins, elle continue d'augmenter un peu, mais pas de façon régulière. Donc plus on est âgé, plus on est à risque d'avoir un cancer. Et plus on est nombreux à avoir un cancer. Donc il y a globalement la moitié des nouveaux cancers, dans l'augmentation, c'est lié à l'augmentation démographique. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au niveau mondial, c'est aussi ça. Vaut mieux que dans les pays du Sud, ils meurent par cancer qu'ils meurent dans leur première année de vie. Vous êtes d'accord ou pas? Bon. Donc il y a ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut le nier, hein, ces problèmes environnementaux. Mais il faut aussi les replacer au bon endroit.